Bonjour à toutes et à tous. On va se parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui. En fait, je devrais dire des entrepreneuriats parce qu'il existe plein de formes d'entrepreneuriat différentes selon notre parcours, selon nos origines, selon le pays d'où on vient. Et par rapport à ça, il y a plein de besoins qu'on peut avoir qui sont différents. Aujourd'hui, on va voir que sur le terrain, il y a aussi plein d'offres qui peuvent nous aider à passer des idées qu'on a à l'action sur le terrain, à la création d'entreprises. Pour faire ça, c'est sûr que la ville de Montréal, elle est impliquée depuis très longtemps dans l'entrepreneuriat. Dans la diversité et l'entrepreneuriat, elle l'est depuis plusieurs années. Et on va voir ce qui change, ce qui bouge sur le terrain. Et on va voir aussi ce qui nous attend. Évidemment, moi, c'est un honneur pour moi de présenter cette journée-là. Mon nom, c'est Gaëtan Lamouric. Je suis entrepreneur et je suis issu de l'immigration. Fait que vous pouvez imaginer l'émotion que ça me fait de rencontrer celles et ceux qui font avancer les choses, qui concrétisent des projets, qui aident des gens à concrétiser leurs idées. Dans ces gens-là, on a un premier invité de choix. On a beaucoup de chance de recevoir Luc Rabouin. Luc Rabouin, qui est maire du plateau Mont-Royal et membre du comité exécutif responsable du développement économique et du commercial et du design de la ville de Montréal. Bienvenue, Luc. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'entrepreneuriat? Bonjour Gaëtan, merci de cette belle invitation. Bonjour à toutes et tous. Je suis évidemment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, l'entrepreneuriat et la diversité. Dès que nous avons commencé à parler de la relance économique en juin dernier, nous avons été très clairs, la relance devra être verte et inclusive. Pour nous, cela n'est pas un slogan, mais c'est un engagement ferme basé sur des valeurs et des convictions profondes, un engagement qui se traduit par des actions concrètes comme le soutien au projet Entreprendre ensemble que nous lançons aujourd'hui. Ce projet incarne la collaboration qui est particulièrement importante dans le contexte de la relance économique, alors que la pandémie a mis en lumière les inégalités sociales et la nécessité de regrouper toutes nos forces. C'est un projet que nous avons développé avec les partenaires du milieu pour nous assurer que nos mesures de relance soient encore mieux ciblées, plus inclusives et bien ancrées dans les territoires. Aujourd'hui, vous aurez la chance d'entendre les responsables de 6 organismes partenaires du projet Entreprendre ensemble qui viendront parler de leur réalité en tant qu'acteurs et actrices engagés sur le terrain et des services qu'ils peuvent vous offrir. Notre objectif à la Ville de Montréal est de matérialiser la richesse entrepreneuriale montréalaise pour que tout le potentiel et les intentions d'entreprendre se transforment en véritables projets d'affaires. En d'autres mots, comme le disait Gaëtan, qu'un maximum de personnes passent de l'idée à l'action. Le tout dans une approche ancrée dans les quartiers. C'est pourquoi je suis très fier d'annoncer une contribution financière de la Ville de Montréal de 680 000 $ à 6 organismes partenaires du projet, des organismes qui ont été sélectionnés pour leur ancrage dans les quartiers, leur expertise, leur capacité à rejoindre les personnes ciblées et pour leur expérience de travail en partenariat. Nous avons également choisi d'intervenir dans 5 quartiers durement frappés par la pandémie, des quartiers qui ont un indice de défavorisation élevé et une proportion importante de personnes immigrantes. Ces quartiers sont Bordeaux-Cartierville, Côte-des-Neiges, Saint-Michel, Montréal-Nord et Saint-Léonard. Vous aurez la chance de connaître les organismes partenaires dans la prochaine partie de cette activité. Nous allons également vous présenter aujourd'hui les données du portrait du dynamisme entrepreneurial montréalais 2020, donc un portrait tout récent qui a été évidemment influencé par la situation exceptionnelle que nous vivons là, en pleine pandémie, une crise sanitaire mondiale. Déjà, je peux vous dévoiler quelques faits saillants de cette étude qui nous semblent très encourageants, surtout dans le contexte actuel. Tout d'abord, il y a plus de 80% des propriétaires d'entreprises montréalais qui considèrent que leur entreprise n'est pas à risque de fermeture. C'est une excellente nouvelle. Plus de la moitié d'entre eux ont même vu leur situation financière soit rester stable ou s'améliorer depuis le début de la crise. Chez les femmes, la diminution des taux d'intention d'entreprendre, des démarches entrepreneuriales, est moins importante que chez les hommes. En ce qui concerne les personnes issues de l'immigration, le taux d'intention est toujours très élevé. Et chez les jeunes, on note une légère diminution du taux d'intention, mais on voit dans les dernières semaines qu'il y a une tendance là, à vouloir repartir. Donc, ça nous
donne beaucoup d'espoir pour la suite. Le dernier fait saillant que je veux vous dévoiler ce matin, c'est le fait que la pandémie ne freine aucunement la volonté d'internationalisation des propriétaires d'entreprises montréalais. Donc, on veut développer des entreprises à Montréal, mais on veut aussi rayonner pour plusieurs là, à l'échelle internationale. Donc, les résultats sont encourageants. Et en tant qu'administration, bien, c'est important pour nous d'avoir des bonnes données, d'avoir les partenaires pour prendre les meilleures décisions possibles et de soutenir les initiatives qui visent à répondre aux besoins des personnes. Merci, Luc. Je vais avoir quelques questions pour toi, si tu le veux bien. On parle depuis tantôt de la ville de Montréal, Montréal et l'entrepreneuriat, Montréal. Qu'est-ce qui se passe de spécial à Montréal? Qu'est-ce qu'on a comme force vive dans l'écosystème de Montréal spécifiquement? Oui, bon, à Montréal, on a la chance, et c'est un des facteurs qui fait qu'on s'en sort. On est une des métropoles nord-américaines qui s'en sort le mieux en termes de reprise de l'emploi, parce qu'on a un écosystème, on a une communauté qui est mobilisée. On a plusieurs acteurs, on en a 6 avec qui vous allez discuter, mais on en a plusieurs autres. Les gens, ils sont mobilisés, on a plusieurs organisations, on a un écosystème d'appui aux entreprises. On a des universités, des centres de recherche et plusieurs ressources d'accompagnement des entrepreneurs qui fait que collectivement, on arrive à bien s'en sortir, soutenir les entrepreneurs, faire qu'ils puissent passer à travers la crise. On a évidemment des programmes publics aussi, d'aide publique, qui ont aidé là, à passer à travers la crise. Alors, on vient de parler de la crise. Qu'est-ce qui se passe en période de pandémie? Qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique pour rassurer les gens, peut-être pour continuer à les exciter, pour, encore une fois, qu'ils passent de l'idée à l'action? Qu'est-ce qu'on peut faire de spécial en temps de pandémie, puis alors qu'on sent qu'on s'en sort quand même, là? Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Oui. En fait, là, on voit les entreprises qui existaient déjà. On a mis en place plusieurs mesures d'aide pour faire qu'elles puissent passer à travers la crise. Pour les personnes qui ont des idées, je pense qu'il y a de plus en plus, on le voit là, avec le portrait, là, les gens ont envie d'entreprendre. On a des bonnes nouvelles, l'été arrive, on sent que les choses repartent. Ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer qu'on est proche des personnes qui ont une idée ou une intention d'entreprendre pour faire que cette idée-là se transforme, qu'on les amène vers les ressources existantes parce que souvent, les gens, ils ne les connaissent pas, les ressources. Même si on a un écosystème d'appui très solide, très développé à Montréal, il n'est pas toujours connu par tout le monde. Donc, avec un projet comme Entreprendre ensemble, ça nous permet d'aller plus proche des gens dans les quartiers, puis les amener, les accompagner, faire une première étape avec eux et ensuite les référer vers les autres ressources qui existent déjà. Oui, parce que c'est ça, tu parles de proximité, tu parles aussi de... C'est pléthorique l'offre qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner, pour créer un continuum, en fait, de passer de la personne qui a un début d'idée peut-être à quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus déjà en affaires, mais qui a besoin encore de mentorat? Qu'est-ce qu'Entreprendre ensemble va pouvoir faire? Bien, Entreprendre ensemble peut faire ce maillage-là et cette liaison-là. Je pense que c'est une des forces du projet, c'est que là, on a des intervenants qui sont là sur le terrain, qui connaissent bien les personnes, donc qui sont capables d'aller en contact avec ceux qui ont les idées, qui ont les projets et qui vont être capables de les guider à travers l'ensemble de l'écosystème, les ressources qui existent. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis dans les critères de sélection des organismes des gens qui connaissent les ressources, qui sont habitués de travailler en collaboration. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire le lien entre les entrepreneurs et les ressources qui existent pour qu'ils les connaissent et qu'ils puissent développer leurs projets. Si je comprends bien, les gens qui nous écoutent, qui ont une idée ou qui ont peut-être déjà un démarrage d'entreprise, quel message on veut leur envoyer qui nous contactent à tout prix, là, qui sautent dans Entreprendre ensemble, qui regardent ce qui se passe dans leur territoire, dans leur quartier? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut les inviter à faire? En tout cas, on les invite à passer à l'action parce qu'on a besoin de toutes les idées, que les idées se transforment en projets. C'est la richesse de Montréal. Montréal, son tissu économique, c'est un ensemble de plusieurs petites entreprises. C'est ça le tissu économique de Montréal. Bien sûr, il y a des grandes entreprises, mais il y a beaucoup de petites entreprises et c'est des gens qui passent à l'action. On vous invite à contacter les organismes d'Entreprendre ensemble. On a aussi un réseau qui est plus généraliste là, à Montréal, qui est le réseau PME Montréal. C'est aussi une porte d'entrée intéressante. Donc, je pense que c'est les deux portes d'entrée pour commencer. Luc, merci beaucoup. On va recevoir Rina dans quelques instants qui va nous présenter le portrait justement de ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup, Luc. Merci, Gaétan. Ça m'a fait plaisir. Il me semble qu'on est accueillant, puis on est donc des bons Québécois, bons vivants et tout ça. On aime le monde. Puis toutes ces idées-là sont pas fausses, mais elles viennent comme occuper beaucoup de place sur l'écran radar. Parce que la majorité de la société parfois ignore les obstacles, le parcours de l'immigrant. C'est pour ça que j'invite les gens à parler aux gens autour d'eux, à écouter leurs histoires, puis à essayer d'en apprendre pour réaliser ça. Le but, en réalité, c'est
de leur permettre d'avoir les mêmes chances en emploi que les gens qui sont nés ici. Ça commence par une prise de conscience. On ouvre les yeux à un moment donné et on se dit, il faut le faire. Et même si cette situation est problématique, le fait d'ouvrir les yeux sur la situation, c'est le début de la solution. Dans le fond, l'éveil est un éveil autant pour les employeurs que pour les syndicats. C'est aussi un éveil de la population en général. C'est certain, on a des biais, on a des idées préconçues, donc il faut arriver à un niveau de compréhension mutuelle, un éveil de plus en plus grand. Alors maintenant, pour mieux comprendre le contexte économique, mais aussi les opportunités pour l'entrepreneuriat, on a une nouvelle invitée, Rina Marchand, bonjour, qui est directrice principale contenu et innovation de réseau Mentorat. Rina, tu vas nous présenter le portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal. Bienvenue. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci. Effectivement, le portrait 2020, on avait pris une lecture en 2019, en 2017, donc il y a cet aspect-là de Polaroid là, qu'on voit évoluer. On plonge tout de suite dans les faits saillants, Gaëtan? On y va. Parfait. Donc, cette mesure-là, elle a été prise quand même relativement récemment. On parle du 1er décembre jusqu'au 20 janvier 2021 en 2 volets, sur un sondage web. Plus de 2220 répondants, c'est quand même un très grand échantillon. Notre lecture à nous, ce qu'elle vise, c'est l'individu. Donc, les individus qui sont dans la chaîne entrepreneuriale ou qui ne sont pas. C'est quoi une chaîne entrepreneuriale? C'est avoir l'intention d'entreprendre ou reprendre, faire des démarches pour avoir une entreprise, être propriétaire, ça inclut les travailleurs autonomes, avoir fermé une fois dans sa vie une entreprise, ça exclut la vente, puis il y a tous ceux qui ne sont pas dans ce processus-là. C'est là-dessus que le portrait porte sa lecture. Et puis, on va y aller tout de suite avec quelque chose, peut-être qu'on a pu observer. Il y a une baisse des taux généralisés de cette grande chaîne. On va tout de suite y aller avec ces taux-là. On a mis aussi les taux de 2017 pour voir un petit peu où est-ce que la lecture se situe. On voit donc quand même une baisse marquée de chacun des taux, particulièrement au niveau des intentions. Puis quand on regarde ça globalement, on disait que non, c'est comme s'il y avait eu un recul de quelques années. C'est comme si on était revenu à un portrait de 2017. Alors, il y a eu des avancées, mais il y a eu certains reculs aussi. Qui est derrière ces reculs-là? Il y a des groupes sociodémographiques qui sont plus évidents. Il y a les 35 ans et plus qui commençaient à se démener puis à être super dynamiques. La pandémie les a fait reculer. Le groupe des hommes aussi. Le groupe des personnes qu'on dit natives a également subi un recul. Donc, c'est ce qui se cache derrière ces taux-là. Ce qu'on peut dire aussi, quand on regarde en comparaison avec le reste du Québec, Montréal conserve toutefois sa position de tête. Donc, un peu une espèce de la locomotive de tête, disons, de l'entrepreneuriat. Les différences sont quand même marquées. Quand on regarde les taux d'intention de 21,9 à 15,1, des marges aussi, quand même, de 11,5 à 7,3 pour le reste du Québec. Donc, il y a une marge intéressante pour Montréal là-dedans. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Les intentions, c'est par nature volatile et le contexte a rendu ça fragile encore plus. Parce que dans les intentions, il y en a la moitié de ces gens-là qui se disent « Je vais peut-être revenir au salariat si la pandémie perdure. Je vais peut-être entreprendre dans un mode hybride. » Donc, oui, travailler d'un côté, avoir un salaire, puis entreprendre. Donc, ces intentions-là, elles sont encore très malléables. Puis, l'autre chose aussi qu'on pourrait dire au niveau des taux de propriétaires, recul 1% par rapport à l'année dernière. Donc, oui, il y a une espèce de baisse quand même visible. On est rendu à 6,2. Ce qu'on constatait, ça floute les stratégies de sortie, la fameuse COVID. Je vais-tu vendre? Je vais-tu prendre ma retraite? Quand est-ce que je vais faire ça? La lecture est beaucoup plus floue en 2020 qu'elle ne l'était en 2019. C'est ce qu'on retient. Puis pour ceux qui ont l'œil rapide, qui ont vu que les fermetures ont baissé en 2020, comment est-ce possible? Parce qu'on a entendu quand même des histoires de fermetures. Il y a tout un soutien qui s'est installé, des programmes d'aide, l'accès aussi au financement, aux prêts. Alors, il y a une espèce de moratoire sur les insolvabilités, je dirais, moratoire sur les faillites. On peut s'attendre à ce que ce taux-là évolue. Hein? C'est une lecture quand même possiblement volatile des choses. Et après ça, on se plonge, on s'est dit, comment ça va réellement? Là, c'est beau, une chaîne entrepreneuriale, là, mais on était lire davantage un petit peu ce qui se passait. Comment ça va chez les entrepreneurs?
il y en a plusieurs qui ont vécu beaucoup de défis, mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a quand même 4 entrepreneurs sur 5 qui nous disent ne pas être à risque de fermeture. C'est un taux qui, somme toute, est positif. On a envie de capitaliser là-dessus. C'est un taux qui ressemble à ce qu'on voit dans l'ensemble du Québec, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les entrepreneurs tiennent le coup. Ils le tiennent, mais pourquoi ou qu'est-ce qui est derrière ça? On parle d'entrepreneurs, ça c'est un nouveau mot en 2020-2021, pivoter. Hein? Ils ont pivoté nos entrepreneurs. On parle d'à peu près 6 entrepreneurs sur 10 Montréalais, et c'est plus sur Montréal que dans le reste du Québec, en passant, qui ont eu cette dynamique-là de se dire, on va se retourner de bord rapidement, en mode sprint. Et là où les entrepreneurs montréalais se sont démarqués, c'est beaucoup au niveau de la diversification de l'offre de services, produits. On parle aussi de se trouver des nouveaux marchés. Transformation de l'entreprise complète. Il y en a qui l'ont vécu. Modification des sources de revenus. Donc, essentiellement, ces positions-là de pivot ont permis aux entrepreneurs montréalais de garder un dynamisme malgré tout là, à travers tout ce qui se passait. Mais les entreprises vont bien, les entrepreneurs, eux, c'est là où on a une lecture des entrepreneurs montréalais qui peut-être ont davantage dû s'adapter, davantage dû avoir recours à des stratégies de soutien personnel. On pense à du soutien psychologique ou même avoir recours à des médicaments. Quand on regarde les taux, hein, l'ensemble des répondants, pas juste les entrepreneurs, nous disent à Montréal 14 % soutien psychologique, mais on est à 10 pour l'ensemble du Québec. On voit 20 % pour les propriétaires. On voit pas le taux là, mais c'est 10 % pour les propriétaires de l'ensemble du Québec. Donc, x2 au niveau du soutien. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont actifs, ils ont fait ces démarches-là. Mais l'attention que j'aimerais porter, c'est vraiment sur les démarches. C'est des futurs entrepreneurs et on le voit autant au niveau du soutien psychologique des médicaments. Ces futurs entrepreneurs-là se trouvent davantage fragilisés par la COVID et ont dû pallier avec différentes stratégies. Tantôt, je disais qu'il y avait des clientèles qui avaient fait descendre, mais il y en a qui ont fait garder cette chaîne entrepreneuriale-là. Il y en a 3 essentiellement. On parle des jeunes, on parle des femmes et on parle des immigrants. Les jeunes, on pourrait dire beaucoup de choses. Ils ont un taux d'intention, entre autres, super fort. Ils sont à 38 % d'avoir l'intention de créer ou reprendre. C'est énorme. En temps de pandémie, il y a une chute, mais quand même, ici, on regarde les taux de démarche. Le taux des 18 ans et plus baisse quand même significativement. Des jeunes augmente à travers ça. Donc, définitivement, c'est une clientèle sur laquelle on peut miser parce que c'est un des éléments de réserve, c'est les jeunes. Les femmes, c'est la même chose. On y porte attention à la parité de plus en plus. Elle se voit, puis je dirais qu'elle se voit davantage sur le territoire montréalais. Oui, les positions ont baissé. Tous les taux ont baissé pour les femmes, mais beaucoup moins que du côté des hommes. Première chose. Deuxième chose, ce qu'on peut regarder aussi au niveau des propriétaires, c'est pratiquement à parité. Là. On n'a pas 1 % de différence. On avait ce pourcent-là l'année dernière. On pourrait me dire, oui, mais les femmes ont souffert beaucoup, ont perdu beaucoup d'emplois. C'est pas un peu d'entrepreneuriat, plus de nécessité que d'opportunité. Bien, on ose dire que c'est de l'entrepreneuriat d'opportunité. On regarde juste au niveau de vouloir entreprendre, les femmes, elles étaient 2 fois plus nombreuses à avoir vu des occasions pour entreprendre à cause de la COVID que ce que les hommes ont pu voir. Donc, ces éléments-là nous permettent de comprendre, en tout cas, que c'est une dynamique qui semble s'installer. On ne peut pas parler de parité encore pleine, mais il y a une progression, puis malgré la COVID, on la voit, cette progression-là. Puis bien sûr, il y a les personnes issues de l'immigration. De façon historique, elles entretiennent des taux qui sont plus hauts que les personnes natives. Elles ont subi une correction également, ces personnes-là, tout comme les natifs, mais moins que les natifs. C'est ça qu'on remarque, c'est vraiment moins, avec des taux d'intention de démarche qui sont extrêmement élevés par rapport aux personnes natives. On peut se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus pour les soutenir, ces personnes-là. On a regardé du côté du soutien, puis le premier constat, c'est que c'est des personnes qui sont vraiment en demande de davantage de soutien tout acabit. Mais il y en a tels que les conseils, l'accompagnement par des entrepreneurs d'expérience. Ce sont des éléments vers lesquels on doit se tourner, je pense, pour davantage les soutenir. Puis
L'autre chose aussi qu'on a trouvé intéressant, c'est la dynamique des immigrants, notamment par rapport à l'innovation, beaucoup plus dynamique que le reste des entrepreneurs montréalais. Puis en soi, les entrepreneurs montréalais le sont davantage que ceux du reste du Québec. On regarde, c'est une personne, un entrepreneur immigrant sur 2 là, qui est dans cette dynamique-là de vouloir innover, de vouloir investir. Peut-être le petit bémol, c'est que les capacités, les montants qu'on souhaiterait y investir sont moindres que les autres clientèles. Donc, encore là, fort dynamisme, mais il y a peut-être des outils qu'on doit donner davantage à cette clientèle-là. C'est très, très rapidement les quelques grands faits saillants du portrait. Merci beaucoup, Rina. C'est fascinant. Si je devais résumer avec un œil un peu candide, là, pour les gens qui nous regardent, donc, la pandémie a fait mal, a créé de la fatigue peut-être, on va le dire comme ça parce qu'on ne sait pas si ça va durer, sur les 35 ans et plus hommes natifs. Puis quand on se revient de bord, on a ce que j'aime beaucoup, que vous appelez une réserve, là, des gens qui peuvent venir en renfort. Et ces gens-là sont les jeunes, sont les femmes et ce sont les immigrants. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui aurait changé pendant la COVID ou pendant la pandémie? On entend aussi le pivot là, dont tu parlais. Comment c'est reviré de bord dans les entreprises? C'est quoi nos moyens d'espérer là? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'après-pandémie? À quoi on peut s'attendre en fait? Tu as raison de parler des 3 grandes clientèles. Donc, c'est important d'avoir des stratégies qui vont cibler ces clientèles-là. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour soutenir les entrepreneurs actifs, les entreprises qui fonctionnent, la pérennisation de ces entreprises-là. Mais si Montréal n'avait pas tant travaillé sur sa culture entrepreneuriale, je pense que cette fameuse réserve-là, elle serait beaucoup plus friable, beaucoup plus faible. Donc, c'est important de continuer à stimuler ce désir-là d'entreprendre. Particulièrement chez les immigrants. On va sortir d'ailleurs un rapport. On est partenaire avec la base entrepreneuriale HEC le 17 juin. C'est un rapport provincial, mais ça va s'attarder sur les facteurs qui sont inhibiteurs ou catalyseurs de l'entrepreneuriat immigrant, parce qu'il y en a certains. Donc, la base entrepreneuriale sort ça le 17. On est fiers d'être partenaire avec eux. Donc, ça, c'est des éléments qu'il va falloir regarder, puis à l'échelle de Montréal aussi, sûrement. Mais l'idée, c'est donc continuer à miser sur cette base-là, continuer à miser sur la création, la reprise, bien sûr. Continuer à miser aussi sur l'entrepreneur. C'est en tout cas le parti qu'on a pris, nous, au Réseau Mentorat. Les entreprises, elles ont leur structure, elles ont leur processus et tout ça, mais la personne derrière ça, oui, les entreprises risquent de fermer. On l'a vu durant la COVID, mais si on réussit à conserver la flamme chez ces individus-là, c'est toute la chaîne qu'on continue à préserver. Donc, Rina, c'est se concentrer sur la personne et pas sur l'entreprise, en fait. Bien, il y a des mécanismes qui existent pour les entreprises, c'est parfait, il faut les conserver, mais plus que jamais, on l'a vu durant le temps de la COVID, l'humain entrepreneur, il est celui qui porte cette flamme-là, ce désir-là d'entreprendre, ce désir-là d'innover, de croître. C'est pas une structure, c'est des personnes. Puis alors, justement, pour construire là-dessus, puis ça va être ma dernière question, comment est-ce que l'écosystème entrepreneurial il devrait appuyer encore plus ces entrepreneurs RES, d'ici, d'ailleurs, les jeunes, au-delà de la sensibilisation. J'aime beaucoup, encore une fois, le terme de volatile, fragile. On sent que c'est quelque chose quand même de ténu. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'avenir? Il y a beaucoup de mécanismes qui sont en place de financement, d'accompagnement. Je pense qu'il faut continuer à les soutenir. Je vais peut-être avoir un mot qui est dans l'air du temps. On a besoin d'un écosystème bienveillant. On a quand même vu qu'on est dans une période fragile pour les individus. Si on se préoccupe d'eux, je pense qu'il doit y avoir cette lecture-là bienveillante, cet accueil-là, puis cet accompagnement-là qui va soutenir les individus, les personnes. Donc, c'est peut-être un mot un petit peu doux, mais je pense qu'il est précieux et nécessaire par ces temps-ci. Ben justement, juste après, Rina, on va rencontrer nos panélistes qui font ça toute la journée, qui ont un regard bienveillant, qui aident les gens au quotidien à développer leurs idées, à les mettre en marché. Fait que ça va être vraiment hyper intéressant de voir comment ça se concrétise. Merci beaucoup, Rina. Merci. C'est pas seulement de les inviter à notre table, c'est de réfléchir à comment on peut dresser la table différemment.
Dans sa version la plus simple, je pense, si on porte attention à quelques moments dans le processus, par exemple, d'intégration puis de recrutement de talent, on peut faire des petites choses qui pourraient faire une énorme différence. J'occupe le rôle d'employeur. Donc, est-ce qu'on a des biais? Est-ce que la façon de recruter, c'est la bonne façon de faire? Puis, au-delà de la question de l'embauche aussi, c'est vraiment important de regarder ce qui se passe une fois que les gens sont embauchés. Adaptons nos pratiques en RH, adaptant la méthodologie, adaptant les questions, adaptant les façons de faire dans le fond. J'aimerais en fait que les employeurs donnent une première chance aux nouveaux arrivants et ce sont les personnes qui vont apporter la valeur ajoutée au sein de l'organisation. Quand on parle d'inclusion, on est toujours en train de demander des solutions. Et moi, je dirais que la première chose pour faciliter l'inclusion, c'est d'écouter. Et savoir aussi faire clarifier, ne pas sauter aux conclusions et ne pas juger dès la première réponse. Et faire en sorte que l'intégration des immigrants, c'est pas que la responsabilité des immigrants eux-mêmes. Là, c'est le temps de tourner un peu le miroir et de regarder ce que la société d'accueil aussi peut faire. Alors maintenant qu'on connaît mieux le contexte économique, maintenant qu'on a un portrait un petit peu plus clair de ce qui se passe dans la vie économique de Montréal, on va essayer de s'interroger à ce qui se passe vraiment sur le terrain avec nos panélistes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant ça, j'aimerais partager quelques informations avec vous, quelques chiffres qui nous permettent un petit peu de mieux comprendre ce que c'est qu'entreprendre ensemble et aussi mieux comprendre ce qu'on a déjà accompli ensemble. Alors d'abord, il faut imaginer que entreprendre ensemble, c'est un trait d'union. C'est aussi un but commun, et puis c'est des chiffres concrets parce que c'est vraiment ça qui nous anime. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à un trait d'union? Je le disais un petit peu plus tôt, on ne parle pas d'un entrepreneuriat, mais d'une multitude d'entrepreneuriats, une mosaïque en fait d'attentes selon nos parcours d'entrepreneurs, nos territoires, où est-ce qu'on travaille, les parcours qu'on a eus aussi avant de mener à cette question de l'entrepreneuriat. On peut avoir des besoins différents, on peut aussi avoir une maturité dans ce processus-là d'entreprendre. Est-ce qu'on est à l'idéation? Est-ce que ça fait déjà plusieurs années qu'on est là? Et en face de ces besoins-là, il y a une mosaïque d'offres, il y a pléthore d'offres et d'organismes qui sont là pour nous aider. Il y a des organismes différents, il y a des contenus pédagogiques qui sont différents, il y a une écoute qui peut être différente d'une place à l'autre, il y a des accompagnements différents, il y a des réseaux dans lesquels on peut être connecté qui sont différents. Quel rôle joue Entreprendre ensemble là-dedans? Eh ben, elle est de réconcilier tout ça. Okay? Il y a des attentes d'un côté, il y a des offres de l'autre côté. Entreprendre ensemble est au milieu. Et par rapport à ça, on a tous un but commun. Le but commun, c'est de créer de la richesse et de répondre aux aspirations. Il y a des gens qui sont en face de nous, qui ont des idées, qui ont des aspirations. Peut-être qu'on va décevoir, peut-être qu'on va exciter, peut-être qu'on va accompagner, mais on veut répondre à ces aspirations différentes-là. Et ce, partout où on en a besoin. On sait, on l'a entendu tantôt avec Luc, qu'il y a des territoires où il y a plus de besoins que d'autres. Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, Huntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Léonard, Saint-Michel. Il y a des efforts particuliers à mener dans ces territoires-là. On ne commence pas de zéro. Il y a eu déjà un essai qui a été fait, il y a eu des conversations qu'on a eues ensemble et qui nous permettent d'être assez fiers déjà du parcours entrepris. Il y a 1 an d'activités et de sensibilisation qui ont rassemblé des gens, qui ont travaillé ensemble, qui ont réfléchi ensemble. Il y a 1 an d'ateliers qui ont permis à des gens... et mon ordinateur a bugué. Il y a 1 an d'ateliers, il y a des réflexions qui ont été menées ensemble. Tout ça a aidé en fait une nouvelle réflexion commune qui va animer en fait notre conversation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans le fond, il nous reste à maximiser la flexibilité des contenants. On sait que même la pandémie a un peu challengé la manière de se partager des contenus ensemble. On a appris de ça. On va maximiser la flexibilité des contenus. On va s'assurer aussi d'une certaine autorité en fait sur les contenus. Il y a des contenus qu'on va vouloir s'assurer de la qualité peut-être ou du label là, de oui, c'est bon à être partagé avec des gens qui veulent entreprendre. On va veiller à un continuum de service. C'est déjà quelque chose dont on a parlé un petit peu plus tôt. Le continuum de service, c'est de s'assurer que quelqu'un est suivi de l'idée à la réalisation de son idée, même après un mentorat, pourquoi pas. On va vouloir aussi miser sur la proximité. C'est fondamental, vous en êtes vous-même en fait les symboles. L'importance d'être sur le terrain, de parler aux communautés, de parler un langage commun, c'est hyper important.
connecter et guider, ces gens-là ont besoin de se rencontrer, ont besoin de rencontrer peut-être encore d'autres organismes. C'est un peu ça qui crée l'unicité d'entreprendre ensemble, parce que vous avez des missions qui, quand on ne vous connaît pas bien, peuvent se ressembler. Puis l'idée n'est pas de rajouter un layer par-dessus, c'est de rajouter une étape, mais au contraire de rajouter un liant qui vous permette de travailler ensemble et de vous partager des participants qui puissent avoir besoin de ci ou de ça, ou partager des ressources, ou partager en tout cas un idéal commun. Quelques chiffres qui sont assez hallucinants, excusez-moi. En 2020, il y a eu 600 participants. Okay? Encore une fois, c'était un test. En 2021, il y aura 2000 participants à entreprendre ensemble, ce qui est énorme. Il y a eu 15 activités de sensibilisation qui ont été faites. On va passer à 29 activités en 2021. Pendant qu'on se parle, il y a 100 entrepreneurs qui sont formés en pré-démarrage. Donc, ils ont commencé, ils continuent à l'être aujourd'hui. Et quand on regarde vers demain, il y a 725 entrepreneurs qui vont recevoir un accompagnement individuel en 2021. On a vu avec Rina l'importance de l'individu, de l'entrepreneur dans l'entreprise. C'est vraiment ça qu'on va souligner avec Entreprendre Ensemble. Et enfin, il y a 838 personnes qui vont suivre une formation entrepreneuriale en 2021. Donc, on a besoin de vous. Alors, je vais vous présenter rapidement nos invités aujourd'hui pour parler de tout ça. Je vais commencer par Payam Eslami, directeur général d'Entreprendre ici. Bonjour. Bonjour. On a Delfino Campanile, directeur général de Promis. Bonjour. On a Lina Rafoul, directrice générale de Horizon Carrière. Bonjour. On a Jean-François Gosselin, directeur général de la CEDEC de Montréal-Nord. Bonjour. On a Louis Edgar Jean-François, directeur général de groupe 3737. Bonjour. Et on a pour finir Pierre Gingras, directeur général de Carrefour Jeunesse Emploi, Huntsic Bordeaux Quartier-Ville. Bonjour Pierre, ça va bien? Oui, très bien. On se connaît un peu, enfin qu'on ne va pas tricher. Là, je veux dire, on a parlé, on a fait plusieurs ateliers ensemble, on s'est parlé pendant des heures et on a aussi préparé ce panel-là pour des gens qui ne nous connaissent pas nécessairement. Parce qu'encore une fois, c'est sûr que nous, on se connaît entre nous. Il y a certainement des gens qui vont regarder cette vidéo-là, qui vous connaissent bien, qui sont vos fans, fait que tout va bien. Mais il y a aussi des gens qui pourraient être peut-être intimidés par ce processus-là d'entreprendre. Peut-être qu'ils se disent, c'est pas pour moi, je viens pas d'ici, j'ai pas le bon background, j'ai pas fait HEC. Il y a plein de choses qui peuvent en fait intimider quelqu'un qui veut entreprendre. Et on va essayer de débroussailler tout ça. On va essayer de donner tous les éléments à quelqu'un qui a envie d'entreprendre ou qui l'a déjà fait. Lui dire, let's go, on va t'aider, on va t'accompagner, on est là pour ça. Alors, j'ai plusieurs questions, puis on va y aller comme ça. N'hésitez pas aussi à prendre le micro, à ajouter des commentaires. On est là vraiment entre amis et en famille. On a vu dans les chiffres du portrait tantôt que les immigrants, quand ils arrivent au Québec, quand ils arrivent à Montréal, ils ont une plus grande prédisposition à entreprendre. Ils ont une énergie, ils ont quelque chose que les natifs n'ont pas nécessairement. J'aimerais ça qu'on en parle. J'aimerais ça savoir comment ça se fait qu'on a peut-être plus d'intention d'entreprendre, mais qu'au final, c'est un peu décevant, on entreprend à peu près autant que les natifs. Il y a comme une sorte de machine à nous intégrer, puis à être un peu moins prône à entreprendre. Payam, est-ce que déjà il y a une différence entre Montréal et les régions par rapport à cette volonté-là d'entreprendre pour un immigrant qui arriverait ici? C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté d'entreprendre, comme on l'a dit. Après ça, c'est de voir c'est quoi les barrières qui sont là pour les entrepreneurs issus de l'immigration. Les barrières sont multiples. Cet instinct d'être entrepreneur vient du fait, on en a parlé, que, bon, déjà, je quitte mon pays d'origine, je veux entreprendre un projet, je sais que rien m'est accordé, donc je sais que je dois faire des efforts. Donc là, à ce moment-là, les gens, ils ont le rêve aussi d'être leur propre patron. Donc, ça, c'est un élément également. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'organismes à Montréal et dans les régions. Dans les régions, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une moins concentration d'organismes d'aide aux entrepreneurs. Par contre, il y a une plus grande proximité souvent parce que, bon, il devient beaucoup plus facile d'avoir accès aux dirigeants de la ville en région, étant donné que c'est plus petit qu'à Montréal. Donc, il y a peut-être cette différence-là, mais en général, au Québec, on est très, très bien accompagné et aidé
dans notre projet entrepreneurial. L'écosystème entrepreneurial du Québec est vraiment extraordinaire, très dynamique, très varié. Et tout ce qui se passe, c'est que des fois, surtout pour un entrepreneur issu de l'immigration, ça devient un peu difficile de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup d'aide. Il y a trop d'aide, finalement. Ben, c'est pas qu'il y en a trop, mais il y en a beaucoup. Et après ça, trouver cette aide-là et savoir qu'est-ce qui est quoi, ça devient une difficulté. Et là, entreprendre ici, c'est là qu'on vient jouer le rôle de mailler les entrepreneurs, faire le maillage entre les entrepreneurs et les organismes qui peuvent les aider. Et ça, il y a un élément de timing aussi qu'on dit souvent, c'est à quel moment je dois aller voir quel organisme. Ça, c'est très important parce que si vous avez votre projet entrepreneurial, vous êtes au moment de l'idéation et vous allez frapper à la porte d'une banque, d'une institution financière, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. C'est d'autres organismes qui vont pouvoir vous aider à cette étape-ci. Donc, nous, on va vouloir faire ce travail-là de bien diriger ces entrepreneurs-là et d'enlever le côté intimidant qu'on a parlé tout à l'heure. Parce que oui, aller frapper à la porte d'un organisme, d'un gros organisme, des fois, ça peut être effectivement très intimidant et il y en a qui vont carrément s'empêcher de le faire. Donc, nous, on va dire, écoutez, non. On va vous référer, on a des contacts dans ces organismes-là, on va prendre le téléphone avec les entrepreneurs, on va faire le référencement pour enlever ce côté intimidant. Merci, Payam. Jean-François, j'aimerais qu'on parle du développement économique comme un outil de développement social. C'est quelque chose qu'on voit qui n'est pas juste, encore une fois, l'intérêt d'entreprendre n'est pas uniquement de créer une richesse économique, mais aussi une richesse sociale. Est-ce que tu veux nous parler de cet aspect-là? Ben oui, écoute, ça vient vraiment, ça découle d'un fait de la mission de l'organisation de la CEDEC Montréal-Nord. C'est-à-dire que nous, on se veut un outil au service de notre communauté et on utilise le développement économique pour faire de la lutte à la pauvreté, pour faire de l'inclusion sociale et économique. Donc, l'entrepreneuriat, l'entreprise ou l'entrepreneur comme tel devient vraiment une personne sur qui on va venir soutenir, répondre à ses besoins. Payam l'a dit, on a plusieurs barrières. Il y en a une quantité d'autres aussi qui sont là. Mais on va venir répondre à ces besoins-là pour s'assurer qu'il va devenir lui aussi créateur de richesse parce qu'une entreprise, que c'est à la fin, c'est de se créer son propre emploi, mais c'est aussi d'embaucher des gens de notre communauté. L'entreprise va nous permettre des milieux de vie dynamiques. Donc, on utilise finalement le développement économique vraiment pour aller plus loin, faire de l'inclusion, faire de nos milieux de vie à Montréal des milieux dynamiques, pour faire de la lutte à la pauvreté. Tout ça est là et est très présent à l'intérieur d'un projet comme Entreprendre ensemble. Je pense que autant, tantôt, vous disiez, c'est un trait d'union entre les gens, les besoins des résidents, des résidentes, qu'ils soient issus de l'immigration ou pas, et l'écosystème entrepreneurial. Ce trait d'union-là, on en a besoin parce qu'on a plusieurs barrières, Payam le disait, mais une autre barrière qui est souvent très, très présente, c'est tout le vocabulaire qui est utilisé par l'écosystème entrepreneurial. C'est vrai que la personne, une fois qu'on a répondu à ses besoins, on est capable de l'intégrer dans l'écosystème entrepreneurial, mais il faut, avant d'être rendu à produire un plan d'affaires, comprendre c'est quoi un ratio de liquidité, comprendre c'est quoi une étude de marché, tout ce bout-là, il faut être capable de dire aux gens, c'est pas sorcier, on va te le montrer. Puis on va sortir, c'est pour ça que c'est aussi important d'être ancré dans son milieu, de sortir, d'aller rencontrer les gens, puis de comprendre quels sont leurs besoins. Puis après ça, d'arriver avec des solutions pour leur donner les outils pour qu'ils puissent, eux autres, après ça, actualiser finalement leur potentiel. On vit à Montréal, on vit avec des gens qui sont issus de diverses communautés qui ont tous un potentiel pour être entrepreneur s'ils le désirent puis s'ils veulent le faire. C'est pas sorcier, entrepreneur, là. Faut pas penser non plus que ce qu'on a besoin, les entrepreneurs, c'est aussi des petits restaurateurs. C'est aussi des gens qui vont gérer des petits marchés d'alimentation. C'est pas nécessairement celui qui va aller dans le Silicon Valley faire des millions parce qu'il a étudié en technologie de l'information. On a des profils qui sont excessivement variés d'entrepreneurs. Puis toutes ces entreprises-là, finalement, vont contribuer au dynamisme de nos milieux. C'est ça qui est important au final. Mais Jean-François, si je t'entends bien, et c'est ce qui est hyper important pour les gens qui nous écoutent, si je nous écoute, là, puis que je me dis, ouais, mais moi j'ai un projet, mais tu sais, je me sens pas entrepreneur, je vois toutes ces émissions, l'œil du dragon, des affaires de même, je
je pense que je ne suis pas capable, puis je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, là. C'est un feeling normal. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est normal. Non, mais c'est normal. Puis il faut faire très attention. Puis je pense que nous, on a travaillé beaucoup à Montréal-Nord, ce qu'on appelle la motilité entrepreneuriale. Mais c'est un peu ce qu'on a fait quand on a fait des événements de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des gens qui te ressemblent, toi, en tant que membre, que Québécois issus des différentes communautés, des gens qui ont une entreprise, puis ils vont venir témoigner de leur parcours. Okay. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est des gens qui sont comme nous, finalement. Ouais. C'est pas, puis c'est ça qui est des fois, c'est intéressant là, dans l'œil du dragon puis toutes ces affaires-là où on te présente vraiment des entrepreneurs qui est un type d'entrepreneur très précis. C'est intéressant parce qu'on en avait besoin aussi de stimuler cette fibre entrepreneuriale-là au Québec, mais il faut aussi être capable de stimuler une fibre entrepreneuriale diversifiée qui représente finalement cette société-là. Donc, on a toutes sortes d'entrepreneurs. Là. Nous, chez nous, on a fait témoigner Kenny Pelsiné de Casserole Créole qui, avant de devenir chef cuisinier de son restaurant, était préposé aux bénéficiaires. Donc, il y a une histoire derrière. C'est quelqu'un qui avait ce projet-là qui ne s'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a été compliqué. Il y a eu des embûches, mais il les a passés un après l'autre. Puis quand il vient témoigner, bien, tout d'un coup, les gens se disent, bien, OK, ça se peut. Moi aussi, cette porte-là est possible pour moi aussi. Si jamais je décide de la prendre, bien, j'ai aussi un référent qui est issu de ma communauté, auquel je suis capable de me projeter, puis qui me dit, bien, c'est possible pour toi aussi. Puis ça aussi, c'est vraiment très important. Puis je pense qu'on a besoin aussi de le faire beaucoup auprès des jeunes. Aussi beaucoup. Mais, on l'a vu dans le portrait, d'ailleurs, de Rina tantôt. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Jean-François. Lina et Delphino, j'aurais une question pour vous sur la concrétisation de ces idées-là. Encore une fois, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont envie d'être entrepreneurs. Est-ce que, Lina, c'est toujours un bon choix? Est-ce que c'est le choix évident que oui, on va former des entrepreneurs ou pas seulement? En fait, quand on veut partir un projet, qu'il soit un projet d'entrepreneuriat, qu'il soit un projet de trouver un emploi, un projet de formation, c'est qu'on a un rêve. Et comme tout immigrant, quand on arrive au Québec, le rêve qu'on a, c'est de pouvoir réussir sa vie. Réussir son intégration, réussir son parcours, donner un modèle à ses enfants, donner un modèle à sa communauté. On veut réussir là où on entreprend. Alors, entreprendre ne signifie pas uniquement entreprendre une entreprise, mais entreprendre sa vie d'abord. Et c'est pour ça que nous, quand on travaille avec les personnes, on dit justement qu'on travaille avec l'individu d'abord. On travaille avec le rêve de l'individu, là où lui, il se situe actuellement, comment il se voit, qu'est-ce qu'il veut atteindre, qu'est-ce qu'il rêve devenir, quelles sont ses habiletés, ses forces, ses compétences, quels sont ses atouts, sur quoi il doit améliorer des aspects pour atteindre son objectif. Alors, pour faire ça, peu importe notre objectif de vie, qu'il soit en entrepreneuriat, qu'il soit en travail, qu'il soit trouver un bon milieu dans lequel il va progresser, il va se sentir intégré dans une entreprise autre, ou que ça implique un retour aux études et une réorientation complètement de carrière. Dans tous les cas, ça part de qu'est-ce que je veux devenir, il est où mon X dans lequel je vais me sentir bien. Alors, nous, on l'accompagne dans tout ce cheminement-là. On l'accompagne en employabilité, on l'accompagne à trouver un projet de formation, mais aussi on l'accompagne si son projet, il est plus vers développer ma propre entreprise. Et je veux revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté ensemble. Pour beaucoup d'immigrants, le terme entrepreneur n'est pas l'identité principale avec laquelle ils vont s'identifier. Ils vont s'identifier à leur profession, à leurs compétences premières. Ils vont être un ingénieur, un architecte, un plombier, un chef restaurateur. Et à partir de là, ils veulent réussir dans cet aspect-là de leur parcours. Et parfois, un des bloqueurs qu'ils ont, c'est justement tout cet écosystème et ce vocabulaire entrepreneurial qui dit, finalement, je suis peut-être un plombier, mais je ne suis pas un entrepreneur. C'est quoi ça, être un entrepreneur? Et c'est là où ça va devenir important de faire le maillage dont Panam parlait, de faire cette espèce de lien pour dire, oui, tu peux apprendre ce langage-là, et c'est pas ça qui va être le seul élément qui va te distancer de ton rêve. Au contraire,
c'est quelque chose qui est accessible et tu vas y arriver avec l'aide, avec le soutien, avec un réseau qu'on va créer autour de toi. Puis je pense que nous tous ici présents, ce qu'on réussit à faire, c'est à permettre à ces personnes-là de se créer une vision et un réseau plus clair, plus détaillé, plus programmé pour atteindre un objectif. Donc, entrepreneur, c'est pas un métier, c'est un état de fait. Là, enfin, c'est... Ben, ça l'est devenu d'une certaine façon parce qu'il faut quand même développer son plan d'affaires, il faut quand même apprendre le vocabulaire, il faut pouvoir être en mesure de faire tout ça. Mais avant d'être un objectif en soi, il y a effectivement une personne avec une identité tout autre qui est à l'intérieur de cet entrepreneur-là et que nous, on travaille à faire briller au-dessus pour que l'entrepreneur devienne finalement l'outil et non pas l'objectif. Très intéressant. Merci beaucoup, Lina. Delphino, admettons, je commence à avoir une idée d'entreprise. Je suis en mode qu'on appelle, nous, pré-entreprise. Là, je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y a des risques de décrochage ou est-ce qu'il y a des moments de décrochage quand j'ai un projet comme ça? Ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient finalement me péter ma balloune, me faire décrocher de mon projet? Oui, effectivement, parce que tu peux bien rêver, pour reprendre les mots de Lina, mais il faut aussi se faire une idée à comment on veut confronter la réalité. Nous, dans notre organisation, parce qu'on n'est pas forcément une organisation spécialisée en matière d'entrepreneuriat, on aide les personnes immigrantes dans leurs diverses démarches d'installation et d'intégration. Et un des volets qu'on regarde plus précisément maintenant, c'est comment on peut aider les gens, effectivement, à regarder l'entrepreneuriat comme étant une avenue viable pour se créer, dans le fond, une base économique solide dans leur pays d'accueil. Et c'est sûr que quand les gens sont en train de penser à la possibilité, et je dirais que, pour reprendre ce que Paille a dit, un des éléments marquants pour nous, c'est que les gens, des fois, ont de la misère à se repérer à travers le labyrinthe des services spécialisés en fonction de leurs exigences aussi. Les règles d'admissibilité ne sont pas toujours faciles. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est de resituer avec la personne, quelle est la base de son idée par rapport à qu'est-ce qu'elle veut faire, son parcours, ses expériences antérieures, sa volonté. Parce qu'effectivement, ça peut être une voie qui est intéressante, mais elle n'est pas faite pour tous. Il y a des gens qui vont être plus en mesure d'investir leur temps, leur énergie, en partie aussi leur argent pour faire avancer leur projet. D'autres vont vouloir regarder, voir, et c'est-tu quelque chose que je peux faire peut-être un peu plus tard, si j'ai la bonne information, puis je connais mieux les ressources pour me situer. Alors nous, on se situe dans ce contexte-là à travers nos services emploi, Emploi Montréal, mais on a aussi un service emploi pour aider les gens à s'établir en région. Et pour ceux qui regardent la possibilité, puis on dit, regarde, le projet lui-même que tu es en train de regarder, ou l'idée plutôt de projet que tu as, où est-ce que tu en es? Vois-tu les possibilités? Et on regarde les passages obligés si tu veux aller de l'avant pour faire un projet d'entreprise qui va mener au plan d'affaires, la possibilité de négocier avec les institutions financières et autres. Alors, dans ce contexte-là, on dit, bien, si tu es à un niveau où tu es assez clair dans qu'est-ce que tu veux faire, on regarde la possibilité de référer à une organisation qui peut aller plus loin avec cette personne-là. S'ils ne le sont pas, dans notre contexte de notre organisation, on peut prendre le temps avec la personne pour qu'elle puisse faire maturer son idée et par la suite, elle est plus en mesure d'exploiter d'une façon beaucoup plus intéressante pour elle les ressources qui sont disponibles dans l'écosystème, que ce soit des organisations comme PME ou 3737 ou autres ressources qui peuvent l'aider. Alors, c'est faire ce lien-là qui souvent est manquant et nous pensons quand même que c'est, même s'il y a peu d'élus, beaucoup d'intéressés, ça vaut quand même le coup à cause des retombées potentielles par la suite. Puis quand on parlait de diversité, tu insistes souvent à ramener l'idée de la diversité aussi des statuts des immigrants qui viennent chez nous pour créer leur entreprise. On n'est pas tous avec un visa à faire là, en poche. Là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la diversité des gens qui arrivent chez nous avec une idée? Bien, on ne regarde pas nécessairement effectivement les statuts des joueurs majeurs en termes d'immigrants investisseurs ou entrepreneurs. Nous, ce qu'on regarde, en fond, c'est les travailleurs qualifiés, les gens qui sont des résidents permanents. Dans un premier temps, c'est la grande partie de notre clientèle, mais ce n'est pas la seule, qui, dans le contexte de leur démarche de vouloir s'intégrer au plan socio-économique, regardent la possibilité des emplois, mais par la suite peuvent voir que l'idée de créer leur propre projet peut être plus intéressant. Mais ne savent pas comment s'y prendre, pensent que ça peut prendre beaucoup de temps, souvent dans les pays d'origine. Ces processus-là sont très, très, très longs et souvent bureaucratiques. Il y a une potentiel, pas que ça l'est pas ici, mais elle est un peu moins, puis tu peux peut-être plus l'apprivoiser. Alors, on regarde avec la personne comment elle peut le faire, mais il y a aussi d'autres statuts qui sont peut-être intéressés à regarder la possibilité. Nous, on travaille avec des réfugiés acceptés qui regardent aussi la possibilité de voir
Des fois, les gens demandent un peu plus d'attention et de soutien, mais c'est quand même des personnes souvent qui sont plus intéressées à voir comment ils peuvent créer leur propre projet. On regarde aussi avec des gens qui sont des fois des demandeurs d'asile, mais qui sont prêts à faire la démarche. C'est sûr qu'ils n'ont pas accès aux mêmes services, mais nous, on pense que ça peut être quand même un gage intéressant pour notre société de voir, pour ces gens-là, y a-t-il une possibilité de travailler cette fibre-là, puis peut-être aboutir à un projet qui peut même les aider par la suite à s'ancrer dans notre propre société. Et on regarde aussi même avec les étudiants étrangers qui sont prêts à faire des démarches pour rester au Québec, de voir de quelle façon qu'un projet comme celui-là peut être intéressant. Alors, on regarde multiples facettes avec différents statuts en fonction des intérêts, mais l'élément central qu'on regarde avec tous, c'est qu'est-ce que tu veux faire, dans quel contexte tu voudrais le faire, es-tu prêt à aller plus loin et prendre le temps avec eux pour bien situer leur projet avant de les référer vers une autre ressource. Merci Delphino. Encore une fois, je me mets dans les souliers de quelqu'un qui nous regarde, qui se dit qu'il n'est pas la bonne personne, qu'il n'a pas le bon background, qu'il n'a pas le bon langage. Ce qu'on est en train de lui dire à cette personne-là, c'est que viens nous voir, puis on va en jaser ensemble. Parce que ça peut prendre toutes les formes. Ou bien tu vas créer ton entreprise, ça va être super, ou bien tu vas être un employé super dans une entreprise, puis tout va être super, mais que cette démarche-là, en fait, elle est individuelle et pas sur l'entreprise. Je vais me tourner vers Pierre et vers Louis-Edgar. J'aimerais qu'on parle, vous êtes vraiment les deux pieds ancrés dans des communautés particulières, qui ont peut-être des craintes particulières, qui ont peut-être des besoins particuliers. J'aimerais ça qu'on essaye de les comprendre ensemble. Je vais me tourner d'abord vers Louis-Edgar. Est-ce qu'il y a une communauté noire, une communauté parfois immigrante, qui peut avoir des besoins particuliers ou qui peut se sentir un petit peu pas vraiment adéquate ou dans la gang pour entreprendre? Est-ce qu'il manque des morceaux de robots? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, en fait? Mais je pense qu'un élément qui est important à considérer, c'est le fait que, pour compléter un peu ce que mes collègues ont dit, c'est effectivement, il y a un écosystème entrepreneurial qui est riche, qui existe. Par contre, en tant que personne immigrée, souvent, on arrive ici, on parle ici au Québec, mais on n'est pas certain, on ne sait pas où s'adresser, quelles sont les ressources. Donc oui, il y a cet écosystème-là, mais il y a quand même cette connexion entre savoir que cet écosystème-là existe. Puis c'est pour ça que des organisations comme les nôtres sont justement pour pouvoir être cette connexion-là entre l'individu et l'écosystème entrepreneurial qui existe. Donc, pour aller un petit peu plus loin, ce qu'il faut vraiment, c'est vraiment prendre l'individu immigré à la source. Donc, vraiment, quand il arrive, il met le pied ici au Québec, c'est de voir un peu là comment tout de suite on est capable de l'aider et pas attendre que l'entrepreneur, c'est sûr qu'à la base, l'entrepreneur, il doit entreprendre, il doit essayer de se renseigner, savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment, dès qu'il met les pieds au Québec, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour tout de suite t'aider et pas attendre que lui vienne à nous. Parce que si on attend que lui vienne à nous, mais ça peut prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis pendant ce 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut avoir vécu des situations qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, c'est important vraiment de le prendre à la base. Puis après ça, ce qui est important de faire, c'est vraiment, on parle de souvent... oui, un écosystème entrepreneurial qui est riche. Par contre, un entrepreneur issu de la diversité, souvent, vient se noyer à l'intérieur de cet écosystème-là. Et puis souvent, l'entrepreneur issu de la diversité ou des communautés noires, on essaie d'éviter le mot compétition, mais il est en compétition avec l'entrepreneur issu, si on parle caucasien, l'entrepreneur, je sais pas moi, italien, l'entrepreneur. Donc, il vient un peu se noyer. Donc, c'est important pour ces gens-là, être sûr qu'ils puissent avoir ce service-là, mais c'est de mettre en place une offre spécifique. Donc, on parle ici, tout à l'heure, tu mentionnais communauté noire, mais c'est important de ne pas avoir peur de mettre une offre spécifique communauté noire. On parle des Autochtones, c'est important de ne pas avoir peur de mettre une offre spécifique pour servir les Autochtones, et etc. Parce qu'on aurait tendance à dire, il existe déjà plein de trucs, fait que, tu sais, vous allez être servi, tout va bien se passer. Ce que tu dis, c'est intimidant quand même, où ça prend des besoins spécifiques, donc des offres spécifiques. Exactement. Donc vraiment à l'entrée. Donc l'entrée, vraiment, il faut vraiment être là pour accompagner tout de suite. Et ensuite, en cours de route, oui, on va le connecter avec les offres qui existent, mais souvent, même s'il est connecté avec ces offres qui existent, sans nécessairement dire qu'il n'y a aucune chance d'atteindre ces offres-là, mais à cause de l'élément compétition, ça se peut qu'il ne soit pas servi par ces offres-là. Donc là, à ce moment-là, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc effectivement, il y a un écosystème extraordinaire, mais d'aller un peu plus loin pour comment bonifier cet écosystème-là puis mettre vraiment un service spécifique pour adresser leurs enjeux. Est-ce qu'on est un peu en retard ou est-ce qu'on est un petit peu à la traîne là, dans la représentativité, de la diversité? Parce qu'encore une fois, on parle depuis le début de la diversité que nous sommes, d'immigrants qui avons des
Est-ce qu'on la voit au bout là, de la machine à créer des entreprises et puis peut-être du vedettariat économique? Est-ce que ça paraît à la fin? Ben, c'est une excellente question. Je dirais que ça a pris une conscientisation au début. Ouais. Donc, on parle de diversité. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de diversité. On en parle depuis les 5, 6, 7, même je dirais depuis 10 ans. C'est sûr qu'il y a une belle conscientisation. Donc, ça, c'est un premier pas. Maintenant, une fois qu'on a fait ce premier pas-là, mais comment qu'on peut... comment je peux dire ça? Comment qu'on peut, encore une fois, je reviens à spécificité, comment qu'on peut parfaire, si on veut, l'offre de service à la diversité. Puis c'est là que l'élément spécificité vient en ligne de compte. Merci beaucoup, Louis-Edgar. Pierre, on va se parler de jeunesse. Un jeune qui a des idées, est-ce que c'est facile pour eux? On a entendu tantôt qu'il y avait des intentions de créer des entreprises. Est-ce que tu veux nous parler de cet aspect-là ou de cette population-là? Comment elle se retrouve aujourd'hui, même post-pandémie? Où on espère. Comment elle se sent par rapport à l'entrepreneuriat? Ben, je dirais, et tu l'as nommé, le contexte pandémie, post-pandémie est venu teinter beaucoup la question sur qu'est-ce qui est possible de faire dans le contexte et est-ce un bon moment pour avoir une idée d'entreprise? Quelle place je peux prendre dans le contexte actuel, dans le système économique qui est en place actuellement et comment les choses vont évoluer? Alors, donc, il y a beaucoup d'incertitudes. On rencontre cette incertitude-là aussi dans les projets d'intégration en emploi. Certains aussi qui reportent des projets de changement d'emploi. À travers ça, pour nous, le projet de démarrage d'entreprise, c'est un projet d'insertion, c'est un rêve, comme Lina l'a dit, c'est un projet de réalisation de soi. Chez nous, ça passe par, oui, un projet d'entreprise, par un emploi, par un retour aux études, par un changement de formation. Et pour les jeunes, l'ensemble, des jeunes adultes, l'ensemble des possibilités sont devant eux. Et l'idée, c'est d'amener les gens à se mettre en mouvement. Et de les accompagner dans une démarche à travers laquelle ils vont ramasser des informations, développer des compétences, participer à des ateliers, peut-être démarrer une entreprise, peut-être devenir travailleur autonome, démarrer une petite entreprise à 2, 3 et peut-être plus. Mais de toute façon, réaliser un objectif dans lequel la personne, et nous, on va parler d'un accompagnement global de la personne. On peut parler de l'installation de la famille, du CPE, des besoins d'organisation, parce que pour démarrer une entreprise, c'est toute une organisation dans une jeune vie familiale. Et on se rend compte que le plus important, c'est de mettre ces possibilités-là sur la table et d'accompagner les gens dans un rêve réaliste. Et tout en considérant que certains vont prendre le chemin de l'entrepreneuriat et d'autres non, et que tous ces chemins-là seront des réussites. Actuellement, les gens disent « pas certain de démarrer une entreprise, le risque de perdre des sous, de l'énergie, que ça ne fonctionne pas, est très présent. » Tandis que quand on le ramène à... il y a différentes possibilités, il y a différents chemins qu'on peut prendre pour se mettre en mouvement, pour réaliser ses rêves et réaliser son intégration, réaliser sa participation à la société. Et l'entrepreneuriat en est un. C'est pas le plus facile. C'est un chemin qui est très complexe. Il y a plusieurs ressources. On a constaté dans les dernières années, avec l'arrivée de certaines formations, au HEC, une perception d'élitisme au niveau des jeunes adultes et de l'entrepreneuriat. On a déjà entendu, quelqu'un a nommé les dragons, ça a un aspect positif, mais ça a un aspect aussi répulsif un peu. Je ne serais jamais capable de me rendre à la télévision et de présenter ça, tandis que la personne est peut-être capable et a toutes les ressources et l'imagination et la créativité, on ne parle pas assez de créativité quand on parle d'entrepreneuriat, pour être capable de démarrer une petite entreprise, un marché, une petite entreprise à 2-3 personnes. Il faut vraiment ramener l'entrepreneuriat, et c'est ce qu'on fait beaucoup avec les jeunes, comme voici différentes possibilités. On va t'accompagner dans ces chemins-là. Et l'accompagnement individuel en fonction du chemin que la personne va prendre. Et on va se rendre dans différentes ressources. Et peut-être que le chemin sera un retour aux études. Et ce sera le résultat positif d'une réflexion et de toute une acquisition de compétences.
Merci. Si tu me permets, Pierre, je rajouterais un petit élément que les carrefours, dont le tien, réalisent beaucoup avec les jeunes. C'est toute cette capacité d'amener le jeune à vivre une expérience de réussite en réalisant un projet, même quand il n'est pas entrepreneurial. On parle d'entrepreneuriat souvent comme un aspect lucratif financier qui doit passer par un parcours financier, mais l'entrepreneuriat comme tel, c'est la réalisation d'idées, c'est la création, tu l'as bien nommé, la créativité, la création. Et les jeunes sont remplis de cette créativité-là et souvent vont réaliser énormément de projets pour leur communauté, par exemple, qui ne s'appellent pas des entreprises, qui ne s'appellent pas de l'entrepreneuriat. Et pourtant, ça a tout le parcours et le processus de l'entrepreneuriat. Et ça, je sais, je te regarde particulièrement parce que vous en faites beaucoup de ça aussi, comme d'autres, mais c'est quand même une préparation extraordinaire pour les jeunes à cette réalisation-là. Donc encore une fois, pour ces jeunes-là qui nous écoutent aujourd'hui, quand ils voient à la télévision des vedettes de l'entrepreneuriat, peut-être pas de leur même couleur de peau, ça crée une distance, on est intimidé, on se dit je suis pas dans la gang. Il faut que vous vous disiez vous êtes dans la gang parce qu'il y a des besoins particuliers, il y a des offres particulières d'accompagnement et puis effectivement ça va peut-être pas donner une compagnie avec des feuilles de paye, mais ça va peut-être donner des associations, de toutes sortes de projets, mais où, grâce à Pierre, on aura acquis des skills, là, des compétences qui vont nous permettre de faire ça. Fait que c'est hyper important de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement une entreprise de 1000 personnes qui passent à la télévision. Ça peut être plein de formats différents et qui sont tous hyper importants pour la richesse, pour la diversité. Oui, Jean-François. Oui, bien, en fait, je voulais juste peut-être rebondir sur ce que Pierre a dit, puis Lina aussi, mais aussi Edgar. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de créer un lien de confiance avec les gens. Mm-hmm. Puis ça, on le sous-estime beaucoup trop. Ce lien de confiance-là, c'est ce lien-là qui va permettre à un intervenant ou à quelqu'un du réseau de l'écosystème de dire, ben oui, c'est pour toi aussi l'entrepreneuriat. Tu es capable aussi, je vais aussi faire un bout de chemin avec toi. Ouais. Puis ce lien de confiance-là, il n'est pas possible si on n'a pas des organisations qui sont sur le terrain, si on n'a pas des organisations qui sont ancrées, soit sur un territoire, soit dans des communautés. Mais cet ancrage-là est très important parce que c'est cet ancrage-là qui te permet de nouer ce lien de confiance-là avec les gens. Donc, je pense que là-dessus, nous, à Montréal-Nord, le pari qu'on a fait, la CEDEC, c'est de s'ancrer à travers les organisations qui font de la première ligne, qui font du développement social, ouais. qui sont dans les parcs à rencontrer les jeunes. Ouais. Et ce lien de confiance-là, eux le créent. Et s'ils ont un jeune ou s'ils ont une autre personne, c'est pas nécessairement un jeune, mais ça peut être un immigrant, ça peut être quelqu'un d'autre avec qui on fait une intervention, qui commence à leur parler d'entrepreneuriat, mais ils savent que la CEDEC est capable de prendre le relais sur ce bout-là. Donc, ils vont transférer le lien de confiance qu'ils ont noué avec la personne vers une autre organisation. Puis c'est la même chose que nous, on fait quand Payam, il dit, moi, je prends le téléphone, puis j'appelle la personne, l'intervenant de l'écosystème, puis je réfère C'est la même chose, c'est qu'on est en train de transférer ce lien de confiance-là. Mais je pense que c'est primordial, surtout quand on s'adresse à des populations qui, d'emblée, ne se sentent pas nécessairement représentées ou c'est pas nécessairement la première chose qui vont venir à l'esprit. On parlait des jeunes, on parle des communautés culturelles, on peut parler des femmes aussi, qui, pendant longtemps, ont été un peu à la traîne. Puis quand on déploie des mesures, tu sais, le projet Entreprendre ensemble, c'est ça aussi. Chez nous, Entreprendre ensemble, c'est 95% des jeunes ou des gens qui sont issus des communautés culturelles, c'est 60% de femmes, parce qu'on s'adresse à eux, parce que, comme Edgar disait, on répond à leurs besoins. On est allé les voir, on les a écoutés, on a compris c'était quoi les besoins qu'il y avait, puis quels besoins n'étaient pas comblés par l'écosystème, puis on a développé quelque chose avec le soutien de la Ville, qui est Entreprendre ensemble pour répondre à ces besoins-là spécifiquement. Puis c'est pour ça qu'on arrive à avoir des résultats aussi hauts, aussi élevés, puis parce que, de toute façon, on le savait, que ces gens-là avaient un ressort à l'intérieur d'eux, mais il a fallu quand même les écouter pour s'assurer qu'on répondait aux bons besoins. Merci Jean-François. Delphinon. Juste un élément qui m'est venu à l'esprit, c'est sûr qu'Entreprendre ensemble ouvre la possibilité de travailler sur une nouvelle base de concertation, rejoindre des personnes qui connaissent moins l'entrepreneuriat et voir de quelle façon ils peuvent elles-mêmes avancer dans le domaine.
Par contre, peut-être un élément aussi qui devait être intégré à Entreprendre ensemble, c'est peut-être l'élément qui est peut-être oublié, c'est que c'est pas nouveau, le lien de l'immigration et de l'entrepreneuriat à Montréal. L'apport des personnes immigrantes au développement économique de Montréal, ça date pas d'hier, ça date de plusieurs générations. Et puis je pense qu'il est important de mettre en relief cet apport historique-là pour que les gens se retrouvent et se redécouvrent là-dedans, parce que c'est sûr qu'on met en relief l'entrepreneuriat sur une base générique qui semble intéressante, mais en même temps, peut-être on ne se retrouve pas là-dedans, mais en même temps, il y a plein de communautés qui sont venues à travers le temps, les générations à Montréal, sans beaucoup d'aide directe de l'État à l'époque non plus, qui ont développé des bases intéressantes. Et je pense que ces gens-là devaient être vus comme étant des pionniers, sinon pas des héros dans leur démarche, puis qui peuvent être repris par la suite par les nouvelles générations, les gens que nous rencontrons maintenant. Il faut dire, regardez, ça part de là, ces gens-là l'ont fait, ou vous êtes une partie importante si vous décidez d'aller dans cette voie-là, parce que c'est un élément essentiel dans le développement économique de Montréal. C'est pas quelque chose qu'on essaie d'encourager maintenant, c'est quelque chose qu'on veut maintenir et développer, parce que les racines sont beaucoup plus loin. Alors moi, je pense que cet élément-là historique est très important, que ce soit pour les communautés noires, les communautés qui viennent de l'Europe, les communautés qui viennent de l'Amérique latine ou autres. Je pense que c'est important de voir qu'il y a une sorte de continuité qu'on essaie de développer avec Entreprendre ensemble, puis peut-être aller un peu plus loin. Mais cet aspect-là historique, je pense que ça serait important peut-être de le mettre en relief à un moment donné. Oui, tout à fait. Et j'appuie tout à fait ça. Et c'est aussi sans faire une publicité trop grande de l'entrepreneuriat comme seule option. C'est de démontrer que aussi l'entrepreneuriat, c'est une option que si vous voulez y accéder, si vous voulez entreprendre, avoir votre entreprise, toutes les ressources sont là, toute l'aide nécessaire est là. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin d'être intimidé. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de ressources et on est capable de mettre ces ressources-là à votre disposition. Et c'est là que si on est capable de montrer aux gens que c'est possible, que c'est pas trop élevé et qu'il y a déjà un écosystème, parce que la méconnaissance de l'écosystème est un élément très important. On reçoit beaucoup de gens chez nous qui pensent qu'il n'y a aucune aide pour les entrepreneurs. Wow. Ils ont ce projet-là, ils ont ce rêve-là et ils pensent qu'il n'y a pas d'aide parce que ils ont été voir un organisme, ils n'ont pas été le voir au bon moment pour la bonne raison, ils ont su un rejet et là, il n'y a pas d'aide au Québec, il n'y a pas d'aide à Montréal. Non, excusez-nous, mais il y a plus de 1000 organismes au Québec qui aident les entrepreneurs. Mais il faut les connaître. Donc, c'est là que quand les gens apprennent qu'il y a autant d'aide, il y a autant de ressources à leur disposition, bien là, ça amène tout un aspect, toute une ouverture différente vers comment je vais procéder. Et notre rôle de nos organismes, je pense, consiste à leur faire savoir que ces ressources-là sont là et qu'ils peuvent avoir accès. Après, c'est un cheminement à l'individu, comme disait Lina, de voir comment les choses vont procéder. Merci. Oui, écoute, honnêtement, ce qui a été dit est extraordinaire. Puis à la fin de la journée, quand on regarde un projet comme Entreprendre ensemble, je pense que ça se fait de la bonne façon avec les bonnes étapes. Tout à l'heure, Lina mentionnait, c'est de faire ressortir, on parlait du jeune, faire sortir l'esprit créatif du jeune. Oui. Chez le jeune, oui, mais également chez l'adulte. Puis quand on parle de campagne de sensibilisation, dans un premier temps, c'est pour ça que les étapes de Entreprendre ensemble sont extraordinaires, dans le sens que au début, on vient sensibiliser, mais on vient également renseigner l'individu, mais c'est quoi l'entrepreneuriat. Puis on espère, en faisant ça, oui, lui faire comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, mais aussi réveiller en lui son processus créatif. Une fois que le processus créatif est réveillé, après ça, je vais dire en anglais, la sky is the limit. Là, après ça, ça va être plus facile d'amener l'individu justement à commencer, si on veut, une carrière entrepreneuriale. Puis je veux aussi amener une précision au niveau, quand je parle de carrière entrepreneuriale, l'entrepreneuriat, oui, ça peut commencer par un hobby. C'est effectivement, il y a différentes façons de faire de l'entrepreneuriat, mais il faut que l'individu réalise que c'est une carrière qu'il entreprend. Et l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est sûr, quand on voit les Bill Gates de ce monde, on voit les Warren Buffett, on voit qu'ils sont millionnaires, mais on pense que, moi, je vais être comme ça. Oui, c'est bien d'être inspiré par ces gens-là, mais il faut savoir également qu'est-ce que ça prend. Comme on dit, si c'était facile, tout le monde le ferait. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est gratifiant, c'est quelque chose qui va pouvoir aider au développement, on parle de développement de compétences, au développement de l'individu, le développement personnel de l'individu, mais il faut vraiment le voir comme étant une carrière. Puis une fois que ces deux éléments sont bien compris, donc l'esprit créatif est réveillé,
l'aspect je comprends que c'est une carrière que je développe, au même titre que comptable, avocat, banquier ou peu importe. Mais là, après ça, les limites sont infinies et c'est là qu'on peut amener l'individu à la création de richesses, la création d'emplois et conséquemment avoir un impact social. Merci beaucoup, Ludger. Il nous reste à peu près 3 minutes. J'aimerais ça qu'on termine avec qu'est-ce que Entreprendre ensemble, par-dessus tout ça, vient générer de nouveau. Parce qu'on aurait pu très bien se dire, il y a déjà 1000 organismes, on a besoin d'un... Mettons que j'ai un regard d'extraterrestre, là. Qu'est-ce que ça rajoute, Entreprendre? Qu'est-ce que ça va changer dans votre manière de fonctionner, rapidement? Bien, pour nous, Entreprendre ensemble va nous permettre de mettre encore plus d'emphase sur un des programmes qu'on a chez Entreprendre ici, qui est très populaire, très en demande, qui s'appelle le programme Avantage Entreprendre ici. Nous, ce qu'on a perçu comme besoin pour les entrepreneurs, pour ceux qui entreprennent des démarches, dans leur début surtout, c'est d'avoir accès à certaines gratuités, à certains experts dans le domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir justement aboutir mieux leur projet. Et donc, grâce à Entreprendre ensemble, on va pouvoir le faire sur une beaucoup plus grande échelle et aider encore plus d'entrepreneurs. Merci, PM. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ça va changer beaucoup de choses dans le sens qu'au groupe 3737, on a vraiment un focus sur, oui, l'accompagnement de groupe, mais l'accompagnement personnalisé. Ça représente à peu près 75 à 80% de l'accompagnement qu'on donne aux entrepreneurs. Puis un de nos programmes, c'est le programme de lancement d'entreprise, où on offre un accompagnement de groupe, mais il manquait ce volet-là personnalisé. Puis tout à l'heure, on parlait de processus. L'idée, c'est quoi? C'est avec l'élément accompagnement personnalisé qui va être ajouté au programme lancement d'entreprise. Tous nos autres programmes, on a le volet accompagnement personnalisé, mais vraiment Entreprendre ensemble, ça va vous permettre d'ajouter cet élément-là au lancement d'entreprise, puis vraiment tenir l'entrepreneur par la main dès le départ, à l'idéation, jusqu'à l'amener à notre programme d'accélération. Merci beaucoup, Ludger. Je vais vous poser la question à tous. Préparez votre réponse. Pierre, quelques secondes. Qu'est-ce que ça va changer? En quelques secondes. Ce que ça vient changer, c'est la mise en place d'un travail de sensibilisation, de promotion de l'entrepreneuriat sur le territoire, à travers les groupes communautaires, les tables de concertation, ce qui est nouveau dans notre territoire et dans plusieurs, on le pense, et de doubler ce travail de sensibilisation d'un travail d'accompagnement et de développer un accompagnement en entrepreneuriat un peu sur la base où on le fait au niveau de l'emploi et du retour aux études. C'est vraiment l'objectif, c'est que tous puissent y développer des compétences qui leur permettront de réaliser un projet d'entreprise, d'emploi ou de formation. Merci Pierre. Lina, qu'est-ce que ça va changer? Alors pour nous, je dirais d'abord, c'est de permettre à toute personne qui a une réflexion d'une idée entrepreneuriale d'avoir une place où elle peut être accueillie, supportée, soutenue et non pas qu'on lui dise non, t'es pas rendu, non, moi je peux pas te servir, non, je peux pas X, Y. Donc à partir de l'étape où j'ai une réflexion à ce niveau-là, elle est bienvenue. Entreprendre ensemble. Et à partir de là, Entreprendre ensemble, si son idée se concrétise, si elle va plus loin, va travailler avec tout ce beau réseau dont on parle depuis tantôt pour accompagner la personne à avoir accès à chacun de ces services au bon moment, à la bonne étape et non pas de rentrer à entreprendre ici avant que ce soit le temps puis de déposer une demande de bourse puis d'être refusé ou d'aller voir le groupe 3737 pour prendre une formation puis que j'ai pas encore toute mon idée. Mais dès qu'elle est prête à cette étape-là de son parcours, on va l'accompagner à ce rendre-là. Puis on a une offre de service aussi à l'interne qui va l'accompagner autant en entrepreneuriat ou quand elle va avoir développé son entreprise que si elle décide de ne pas aller en entrepreneuriat puis d'aller plutôt vers un chemin de travail et autres. Donc l'idée, c'est d'accompagner toute personne qui a une première réflexe, un premier jalon de réflexe qui dit « j'aimerais ça mieux comprendre, mieux saisir ». Merci beaucoup, Lina. Jean-François, vous qui avez accouché, vous avez mis au monde Entreprendre ensemble. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer dans l'avenir? Bien, en fait, c'est ça. Nous, on l'avait vraiment réfléchi au départ parce que on se disait, si on veut développer l'économie nord-montréalaise, bien, le premier pari qu'on doit faire, c'est de le développer à partir des gens qui résident déjà
à Montréal-Nord. Puis on pense, puis je pense, en fait, c'est un peu une forme de justice. C'est une forme d'équité. C'est-à-dire qu'on le sait qu'on ne part pas tous de la même ligne de départ, en entrepreneuriat ou peu importe où. Mais le projet Entreprendre ensemble, c'est de se dire, ben, on n'est pas tous sur la même ligne de départ, mais on va adapter aussi nos services pour être sûr de pouvoir, de pas te perdre, que tu te perdes pas en quelque part, mais de t'amener avec nous, puis de faire en sorte qu'on construise finalement un Québec qui va nous ressembler. Puis c'est le Québec qui va nous ressembler, bien, c'est le Québec avec les gens qui y résident. Donc, moi, je pense que c'est ça que ça amène Entreprendre ensemble. Ça va nous amener la diversité est déjà là. On ne la met pas assez en valeur, mais elle est déjà là au niveau de l'entrepreneuriat, mais ça va nous permettre de poursuivre cette construction-là d'un Québec qui va nous ressembler, puis qui va être vraiment la somme des apports de tous. Merci beaucoup, Jean-François. Delphino, je t'ai promis, qu'est-ce que ça va changer ou comment ça va influencer votre parcours? Je ne suis pas certain. C'est un nouveau programme en évolution. Je pense qu'il y a quand même une belle philosophie. Je pense que les éléments de dire qu'on va travailler avec le milieu communautaire pour mettre en valeur l'entrepreneuriat, aller de l'avant et dire, bien, c'est sur multiples formes, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat traditionnel, mais il y a aussi les formes collectives, l'économie sociale, les projets de coopératives. Alors, c'est de voir de quelle façon qu'on peut s'assurer qu'on travaille avec des groupes de proximité, des groupes d'action régionale, dans notre cas, et d'autres cas autour de la table, pour voir qu'on peut se mailler une façon de voir et de travailler, d'échanger qu'on n'avait pas avant. Alors, ça nous permet peut-être de mettre plus en valeur auprès de communautés qui sont peut-être moins au fait maintenant sur la question de l'entrepreneuriat, comment on peut les amener à les rapprocher à ça. Je pense que ça peut aider à changer des mentalités. Alors, on va travailler dans ce sens-là, j'espère. Je compte sur tous mes collègues autour de la table pour y arriver. Merci. Donc, des prochaines réflexions qu'on aura à mener ensemble sur comment on continue à faire évoluer en fait le modèle. On sent que... Mais il me reste à vous remercier, mesdames, messieurs. C'était super intéressant. Encore une fois, si vous avez une idée d'entreprise et que peut-être ça donnera lieu à un autre parcours de carrière, l'entreprise n'est pas la finalité, mais c'est à la personne, à l'intérieur, quel que soit son passé, mais quel que soit aussi son désir d'avenir. Là, on aura certainement des conversations à avoir avec ces gens-là. Merci infiniment de votre participation, puis merci aussi en tant qu'entrepreneur issu de l'immigration. Merci de votre investissement dans la communauté. À bientôt, et puis à bientôt sur le terrain, dans le fond. OK? Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. C'était un plaisir. Merci.